Moi, j'appartiens au pôle ID Forcar, pôle de compétitivité dédié à la mobilité. Et je suis responsable de la cellule innovation qui a pour objectif de tourner les entreprises de la mobilité, donc de l'automobile, mais de tout ce qui roule globalement, vers le marché. Et donc intégrer des notions de marketing et d'usage, donc en lien très fort avec les utilisateurs. Bonjour, François Renaudin. Je suis responsable de la recherche avancée chez Dorel. Dorel n'est pas connu. Par contre, on est plus connu par nos marques. On est un spécialiste de la puériculture en Europe, avec des marques comme Bébé Confort, Maxi Cosi. Et on a défini des sujets de recherche collaboratifs soutenus par les pôles Novachild et ID Forcar sur l'enfant, dont je vais présenter. Bonjour, je suis Grégory Paget, je suis responsable du Living Lab chez Novachild. Donc le Living Lab, c'est un service d'études qui vise à positionner l'usager dans une démarche d'innovation et de co-conception pour essayer de comprendre quelles sont ses attentes, ses besoins et puis de co-concevoir avec lui les produits et les services de demain. Et donc je dirais un mot sur le travail que le Living Lab a réalisé dans le cadre d'un des projets d'études. Merci Grégory. Nous attendons dans quelques minutes Catherine Selnay qui viendra nous rejoindre, qui est malheureusement bloquée dans les transports, qui est professeure d'université de la ville, université de Nantes, et qui interviendra sur le projet Cité 612. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je remerciais les organisateurs d'Urbaccess pour avoir non seulement placé l'enfant au cœur de cette conférence et au cœur de cette édition, mais également d'avoir confié à Novachild, le cluster, d'organiser cette conférence. Donc, pour ma part, je suis donc Véronique Legrand, en charge des projets recherche et développement au sein de ce cluster. Donc, je vous propose de vous présenter quelques lignes concernant Novachild. Ce qu'il faut retenir, c'est un réseau qui est basé à Cholet, mais qui rayonne et qui a une dimension européenne et qui fédère à la fois les entreprises, le monde de la formation et le monde de la recherche. Son leitmotiv et sa démarche, c'est vraiment dédié à l'innovation en faveur du bien-être de l'enfant. Et la cible, ce sont les 0-12 ans, approximativement. Et donc c'est un réseau qui est composé de 70 adhérents aujourd'hui. Et l'originalité de ce réseau et de ce cluster est bien d'être transversal à différents secteurs d'activité, mais qui ont comme point commun l'enfant. Donc comme vous le voyez sur cette slide, la cinquantaine d'entreprises, elles se répartissent aussi bien dans le monde de l'agroalimentaire, mais aussi dans la puériculture. Vous avez un représentant ici. Mais également toute la partie mode, habillement, chaussures, l'hygiène, mais aussi le mobilier, et puis l'édition, le jeu, le jouet. Nous avons à nos côtés également une vingtaine de partenaires scientifiques et techniques, que ce soit écoles, universitaires, et également centres de recherche. Parmi les noms, vous allez en voir de connus et des marques et des enseignes très connues pour vous. Si je vous parle Eram, Gémeaux, Lego, VTech, Dorel, bien évidemment, comme l'a dit François, mais aussi des grands groupes de l'agroalimentaire et des écoles d'ingénieurs. Voilà. Comme le disait tout à l'heure Grégory, le Novachild, c'est 3 services dédiés à l'innovation. On va dire qu'un premier service, c'est vraiment l'observatoire. L'observatoire qui cherche à détecter, décrypter toutes les tendances de la famille, de l'enfant, et de mieux connaître aujourd'hui les évolutions, l'enfant et la famille dans l'évolution sociétale que l'on connaît. Et également, à travers des études, à travers de la veille, nourrir ainsi les adhérents de Novachild. C'est également toute la partie ingénierie de projet. Quand il y a un projet de recherche, on en parlera également ce matin, c'est d'accompagner les industriels qui conçoivent des produits pour l'enfant, qui également sont sur les services, de les aider à réaliser ce projet en les mettant en relation avec les compétences qui vont bien, en les soutenant dans leur démarche de soutien financier et ainsi d'aboutir au projet qu'ils souhaitaient développer, tant projet service que projet produit. Voilà. Et comme l'a dit Grégory tout à l'heure, le service Living Lab, qui est vraiment de faciliter et de permettre
à l'industriel d'être au plus près de l'usager, l'enfant, la famille, et ainsi de pouvoir aider l'industriel tant à, je dirais, être à l'écoute de cet usager, donc être dans la co-conception s'il souhaite développer un produit, d'être à l'écoute et à l'observation de ses usages, de son fonctionnement, de ses habitudes, et également de pouvoir tester avec l'industriel des produits qu'il a mis en place ou qu'il souhaite revoir. Je n'en dis pas plus aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'au sein de cette manifestation, aussi bien Grégory, mais aussi Patrick Blondeau, directeur de Novachild, qui va également arriver, qui est dans les transports, seront présents, et puis ainsi que moi-même, nous serons présents aujourd'hui sur ce salon. Donc si vous souhaitez nous rencontrer, je vous invite dès à présent, si vous êtes pris par d'autres conférences, à déposer vos cartes de visite à la sortie. On a un petit sac doudou à la sortie. Donc glissez vos cartes de visite. Ça nous permettra ainsi de reprendre contact avec vous, voire même de vous adresser des éléments si vous le souhaitez. Voilà, je passe tout de suite la parole à François pour nous parler de son projet. Merci. Donc je vais vous parler d'un projet collaboratif qui s'appelle Nomade. J'aurais besoin de voir un peu. Donc Nomade, c'est un acronyme qui veut dire nouveau moyen adapté au déplacement des enfants. Alors tout d'abord, pourquoi on a lancé ce projet? Une analyse relativement simple de ce que l'on pense voir pour les évolutions des transports. Tout d'abord, on pense qu'il y a des raisons de modifier un petit peu nos habitudes de déplacement. Alors elles sont connues. Il y a des risques de pollution avérés qui nuisent à la santé publique. L'Europe est en train de sévir aussi sur ces sujets-là. Les problèmes de trafic, de bouchons, et puis le coût de l'énergie. Par ailleurs, on se rend compte qu'il y a plein d'études de marché qui montrent que la possession d'un véhicule, c'est plus du tout que ce qu'on a connu dans le passé. La voiture était un marqueur social, c'était important d'avoir une voiture. La plupart des jeunes maintenant le voient juste comme un moyen de déplacement et pas comme un objet qui permet de se positionner dans la société. On voit aussi apparaître de nouveaux modes de déplacement avec des voitures individuelles. Donc l'autopartage, à Paris, on connaît Autolib qui se développe. La location de véhicules, les taxis, même s'il y a quelques soucis en ce moment à Paris. Et puis aussi les transports publics. Et quand on regarde tout ça, on se dit, mais quelle est la place de l'enfant dans ces systèmes de déplacement? C'est ce qui nous a poussé à réfléchir à ce projet. Alors, l'objectif du projet, c'est de proposer une solution pour le transport d'un enfant. On est parti de 6 mois à 4 ans, on était très ambitieux, en particulier dans des véhicules non propriétaires, donc autopartage, covoiturage, taxi, voiture de location. Et on essaye d'intégrer cette solution dans un mode de déplacement multimodal qui peut mettre en avant aussi d'autres systèmes de déplacement comme les transports en commun. Et dans les objectifs techniques ou clés qu'on s'est définis, c'est la facilité d'usage pour les parents et la compacité et la légèreté. Alors, ce diagramme montre un petit peu comment on a vu les choses au niveau du projet. On part du cœur qui est le véhicule non propriétaire et puis on essaye de rayonner sur d'autres systèmes de déplacement, que ce soit l'avion, de temps en temps, les transports publics ou des transitions, la marche, le shopping. Et on a défini des scénarios d'usage. Alors ça, c'était au dépôt du projet. Alors c'est un projet un petit peu particulier, parce que c'est un projet collaboratif, dont je vais parler un peu plus loin, et qui n'est pas uniquement axé sur la technologie, mais sur l'usage. C'est, je crois, un des rares projets qui a eu le financement avec cette approche, au départ en tout cas. Donc on a pris plusieurs scénarios d'usage en se mettant dans la peau de parents qui vivent des choses au quotidien. Par exemple, je vais déposer mon enfant chez l'assistante maternelle et j'ai besoin de faire un parcours multimodal pour y arriver. Un parking relais, un tramway derrière, comment je fais avec mon enfant. C'est le premier scénario qu'on a mis en avant. Le deuxième, c'est avec une fréquence régulière. Je vais chez des grands-parents, par exemple, qui n'ont pas de moyens pour s'occuper de transporter l'enfant et je laisse un produit qui va servir après pour eux, pour le transport. Et puis un autre scénario auquel on a réfléchi, c'est le départ en vacances.
Je pars en vacances, je prends un taxi, je vais prendre le train, l'avion, et puis en arrivant, je prends une voiture de location. Comment je me débrouille avec mon enfant? Alors, dans le projet Normad, donc on a établi un consortium. Alors, nous sommes Dorel et les chefs de projet. On est leader de ce projet. Et on a autour de nous des experts avec différentes compétences. Alors, Keolis, qui est un expert sur le service des transports, qui participe avec nous pour définir le besoin. On a des partenaires plus techniques sur la simulation numérique avec Alter. Des universités, une école d'ingénieurs au Mans, l'ISMANS, spécialisée en mécanique. On travaille avec l'école de design de Nantes, l'école de design Nantes Atlantique, sur, là encore, les concepts, la définition du besoin. Et puis on a des industriels. Alors on a une société du Maine-et-Loire qui s'appelle Devillé, qui est spécialiste dans les pièces métalliques. Et une société aussi dans la région Pays de la Loire qui s'appelle Multitude Technologies, qui, comme son nom l'indique, maîtrise de multiples technologies. En particulier plastique, mousse, beaucoup de choses intéressantes. On est soutenu dans ce projet, et c'est eux qui nous ont beaucoup aidés, mes deux partenaires à côté de moi, ID4Car et Novachild. Et le financement a été obtenu, donc c'est un projet FUI, pour Fonds unique interministériel. Et donc on a démarré ce projet sur 3 ans, on est à peu moins de la moitié, par la région Pays de la Loire et par ex-Oseo BPI France, pour un projet d'innovation. Alors, il y a différentes phases dans ce projet. Au bout du bout, notre objectif, c'est de faire des tests d'usage en réel, sur un réseau, dans une ville. C'est notre objectif à terme, avec non pas un produit qui sera industrialisé, prêt à être commercialisé tout de suite, mais des prototypes qui sont exploitables par des usagers. Alors pour arriver à ça, on a plusieurs phases, et ce que je vais vous présenter, il y a on est en plein dans le travail, on a bien avancé, mais je ne peux pas vous présenter où on en est exactement. On est ici à peu près, donc on est en train de faire des prototypages pour préparer la dernière phase. Je vais me baser juste sur les premières études d'observation qu'on a pu faire et qui vont nous donner un petit peu les orientations et les objectifs de notre projet. Alors tout d'abord, on a fait avec Novachild une étude sur la mobilité des parents dans 3 pays européens. L'Angleterre, la France et l'Allemagne. Et même si au niveau de l'habitat en particulier ou de la culture, il y a des différences importantes entre ces pays, on a retrouvé globalement 4 segmentations de population. Et nous, on s'intéresse surtout aux suburbains, aux urbains et aux ultra-urbains. Je vais donner juste des éléments un peu qualitatifs, mais l'étude montre clairement que la voiture, c'est le moyen de transport privilégié par les parents. Un enfant, c'est beaucoup de choses à déplacer à chaque fois. Et en fait, donc pour les périurbains, il y a un problème de disponibilité de services ou d'accès, mais même pour les urbains, la voiture est très prépondérante. Par contre, plus on est urbain, plus la mixité des solutions est prise en compte. Donc les transports en commun en particulier. Et en fait, c'est les difficultés d'accès et d'usage qui sont les plus grands freins à l'utilisation des transports en commun. Et alors, quelque chose qui, moi au départ, m'a étonné, mais qui peut paraître logique, il y a vraiment de plus en plus de parents, c'est un chiffre assez représentatif, qui, au moins une fois par an, partent en week-end, en avion ou en vacances avec leurs enfants. Donc, c'est pas, il y a 20 ou 30 ans, c'était assez confidentiel. Maintenant, c'est devenu très représentatif. C'est l'usage de l'avion pour un séjour court ou pour des vacances. Alors, on a ensuite réalisé des études terrain pour regarder un petit peu ce qui se passe, les difficultés des usagers dans les différents modes de transport. On a visé 3 endroits, Paris, Nantes et Angers. Et en fait, tout d'abord pour tout ce qui est véhicules non propriétaires, en particulier sur Paris, en fait, le problème est clair. Hein. Il y a même plein de gens qui nous ont dit qui sont intéressés, par exemple, par le service Autolib, et qui trouvent des solutions qui ne sont pas forcément très sécuritaires. Par exemple, ils mettent leurs enfants directement dans la voiture sans l'attacher, sans rien, parce qu'il n'y a pas de solution.
Alors, Autolib propose des sièges, uniquement des rehausseurs. Il faut aller dans un centre qui est situé à côté de l'Opéra pour récupérer. Ils voient personne, je vous assure. Mais ils ont. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi fréquemment. On a trouvé une solution théorique. Voilà, et on l'affiche, c'est bien. Et en fait, personne ne l'utilise puisqu'elle ne correspond pas aux besoins. Donc, pour le transport des enfants, alors pour les tout petits, quand ils sont dans des coques, bon. On peut y arriver, il n'y a pas de problème. Pour les plus grands, quand il faut des systèmes beaucoup plus lourds, beaucoup plus encombrants, il n'y a pas de solution. C'est exactement le cœur du problème. Pour les taxis, c'est pareil. Parfois, ils ont des rehausseurs dans leur coffre. Ça ne prend pas trop de place. Mais ça s'adapte à une plage de population plus âgée, à partir de 3-4 ans. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est des problématiques liées à la prise en compte de l'enfant dans ces nouveaux moyens de transport. Et des solutions de services, comme on a aussi chez les loueurs de voitures, sont souvent mis en cause par les parents pour des problèmes d'hygiène, ou ils sont très sensibles à ça, les parents. Remettre un enfant... alors il y a peut-être des solutions à trouver pour améliorer ça. Je passe... parce qu'il faut peut-être que j'avance plus vite. Voilà. Sur d'autres systèmes de transport, alors le bus, le tram, le métro, en fait, il y a des problèmes tout bêtes d'accès avec alors ça, c'est de notre faute, on a des poussettes trop larges. Voilà. Et puis des problèmes de consignes aussi et de différences notables dans les réseaux, mais je crois que je vais en parler après. Et puis quand il y a beaucoup de monde, là ça devient intenable et c'est la guerre. C'est la guerre pour son espace vital, je dirais. Et les poussettes sont très très mal vues. Alors les poussettes et j'imagine aussi les fauteuils roulants pour les handicapés sont très très mal vus aux heures de pointe. Et quand il y a plusieurs poussettes, jour de marché, c'est compliqué aussi à gérer. Et c'est pas anodin, c'est-à-dire que ça existe. C'est vraiment, il y a besoin de transporter les enfants. Et on a noté différents points qu'il faut améliorer. Et on a vu aussi des différences suivant les réseaux. Il y a des réseaux, par exemple, pour les bus où on peut monter à l'arrière, et d'autres où ils veulent pas, parce que pour éviter la fraude, il faut passer par l'avant. Donc du coup, c'est plus compliqué. Il y a un parcours compliqué dans le bus. Quand on monte aussi à l'arrière, parfois, en trichant, on n'a pas les zones pour valider. Donc il faudrait revenir à l'avant, laisser son enfant seul. Des choses qui, au niveau usage, font que finalement, on se sent pas à l'aise, stressé, parce que finalement, on respecte pas la consigne quelque part. Il y a des consignes très différentes aussi. Et puis les espaces réservés pour les PMR sont pas toujours indiqués de la même manière. À Paris, on voit qu'il y a les poussettes et les fauteuils. Dans d'autres endroits, il y a juste les fauteuils et on ne parle pas du tout des poussettes. Donc c'est très différent suivant les réseaux et cette différence, il y a une vraie autonomie de gestion, j'ai l'impression. Et le tramway semblait la meilleure solution, parce qu'il y a un accès facile, c'est peut-être plus récent, il y a de la place. Voilà. Et puis un élément important, c'est que les transitions entre les différents modes sont clés. Il faut que ça soit facile, il faut qu'on soit sur des systèmes qui sont agiles, et quelquefois on peut porter aussi. Et puis dans les zones urbaines, on a des problèmes de stockage, il faut des solutions compactes. On ne sait pas gérer des solutions monstrueuses en termes de dimension. Je m'excuse, dans la présentation, j'ai vu qu'il y avait un slide qui avait... c'est ma faute sans doute, qui n'a pas été présent. Donc en termes d'architecture, il va manquer la deuxième, je vais l'expliquer après. On a vu qu'il fallait absolument différencier deux modes. Un mode où on a, je dirais, du temps, on s'inscrit dans la durée, on part sur un week-end, où on peut prendre le temps d'installer. Et un deuxième mode où... par exemple, dans un bus, on doit rester 5-10 minutes dans le bus. Les consignes données actuellement, qui sont de plier les poussettes, sont juste pas respectables. On ne peut pas faire. Le gain de plier la poussette par rapport à l'encombrement, ça sert à rien, puisqu'on va rester très peu de temps. Et la dépense énergétique pour y arriver, finalement, si je parle en ingénieur, elle n'est pas acceptable pour l'usager. Donc, en fait, il faut trouver une solution où on demande le moins de choses possible à la pauvre maman ou pauvre papa qui se déplace avec son enfant. Et on a réfléchi à des solutions de portage ou autres, mais pour cette gamme d'âge, c'est compliqué, ça devient très lourd. Donc la poussette reste pour l'instant pour nous la meilleure solution, mais il faut l'aménager, il faut qu'elle soit moins encombrante, moins de prise
d'encombrement au sol. Et donc ça, je vous parle du deuxième scénario, c'est celui donc où on n'a pas le temps. Et donc on pense qu'il y a deux pistes. Il y en a une, c'est améliorer l'existant, donc en améliorant les produits de puriculture, parce que la solution peut venir des produits de puriculture. Et la deuxième, qui est à mon avis la plus prometteuse, mais qui est plus compliquée à mettre en œuvre, c'est de réfléchir globalement à un écosystème, en particulier dans le transport en commun, de réfléchir à une solution où on pourrait avoir des zones réaménageables facilement, simplement, qui intègrent mieux la poussette ou le fauteuil d'ailleurs, en stabilité, en emplacement, qui puissent se marier mieux. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour moi, c'est la meilleure solution, d'essayer de trouver des systèmes qui se marient mieux. Alors franchement, dans le projet, devant la difficulté de la deuxième solution, qui mérite un aménagement du matériel de transport en commun, aussi, des zones et de la reconfiguration, on va plutôt privilégier la première, qui est une amélioration des solutions de périculture, donc siège auto et poussette, qui sont mis en cause pour améliorer la situation. Donc, ça, j'arrive rapidement à ma conclusion. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, ça va. En gros, les systèmes de transport sont faits pour assurer le transport du plus grand nombre, avec le moindre coût, ce qui est normal, hein, et avec la sécurité, une sécurité minimale. Vis-à-vis des enfants, en fait, on est obligé notre métier, j'aime le dire, c'est que nous, on propose des solutions pour adapter l'enfant au monde des adultes, quelque part. Donc il ne peut pas marcher, on offre une poussette. La voiture n'est pas adaptée à lui, on offre un siège. Donc on est obligé de passer par des systèmes d'adaptation pour prendre en compte l'enfant. Et donc nous, on va proposer des améliorations ou des nouveaux systèmes pour ce genre de produit. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a une piste peut-être plus complexe qui serait de repenser globalement les transports en commun. En travaillant sur l'accès, sur les opérations à réaliser quand on est dans le transport, le compostage, les déplacements aussi dans le système de transport, qui pourraient être reconfigurables et plus compatibles avec le matériel de puriculture. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci François pour cette intervention. Donc voilà, le message est lancé par François. Repensons l'organisation complète de la place de l'enfant dans tout ce système de transport. Avez-vous quelques questions, messieurs, dames? Donc voilà, j'arrive. Oui, il y a un micro qui arrive. On n'entend pas. Non. On n'entend pas. Puisque dans votre consortium, il y a un opérateur de transport public qui est Keolis, justement sur cette question de repenser les parcours clients, les parcours d'usage dans les transports collectifs et globalement dans l'espace public, est-ce que ça fait partie des réflexions que vous menez avec cette entreprise ? Merci. Alors, en effet, Keolis est un partenaire important du projet. Et en fait, les difficultés, c'est qu'au niveau marché, chez eux, ils n'ont pas de remontée directe. Ils ont pas forcément Par contre, ils ont des retours clairs des conducteurs, de plein de choses, de problèmes. Sur Angers, le samedi matin, pour aller à un marché, il y a 15 poussettes dans le bus. Et ils ne savent pas gérer ça. Donc, ils ont vraiment des problèmes. Ils ont fait des tentatives dans le passé. Ils ont essayé, alors je crois que c'est à Brest, de dédier des bus et en Espagne ça se fait aussi, avec des places pour les enfants. Et au départ ça a été utilisé par les parents, et puis rapidement il n'y a plus d'usage. Et une des explications qui a été obtenue, c'est que les parents ils trouvaient que c'était pas un système hygiénique. Mettre des enfants toujours à un endroit où plein d'autres enfants, voilà, il y a cette perception qui. Donc c'est une préoccupation.
mais ils ont du mal à la quantifier, la difficulté. Les études précises n'existent pas, je dirais. Ils ont des remontées claires au niveau du terrain. Et après, franchement, moi je découvre le système des transports publics. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'intervenants. Il y a les donneurs d'ordre, il y a les opérateurs. Et en fait, ça, franchement, on l'a découvert. Et puis il y a les fabricants de matériel aussi, si vous voulez. Et en fait, Keolis est un pion essentiel dedans, mais suivant le donneur d'ordre, ses objectifs, son cahier des charges, quelque part, ils n'ont pas toute liberté, quelque part, dedans. Ils doivent gérer au mieux le système, mais comme je l'ai un petit peu dit, leur objectif premier qui est donné par l'opérateur, le décideur, c'est l'opérateur, la métropole. Son objectif premier, ça peut être un coût pour un transport. Et donc, voilà, il y a des choix qui doivent être faits. Maintenant, avec Keolis, c'est clairement une de leurs priorités. Donc, l'aménagement, on en a parlé, c'est difficile. Il nous reste 1 an et demi de travail, ce serait compliqué, il faudrait travailler. Donc, c'est une piste sans doute pour l'avenir. Par contre, on va utiliser leur réseau et leurs différents réseaux pour tester notre solution. Donc, ils sont intéressés. Voilà. Merci. Bonjour Cécile, j'ai eu un enfant dans les années 87. À cette époque-là, j'étais un petit peu ce que vous dites, c'est-à-dire que je prenais énormément les transports en commun, donc il m'arrivait aussi de prendre des véhicules de location. On avait la chance que, alors sans parler des bébés, parce que les bébés, c'est vrai qu'on était obligé d'avoir un dispositif spécial, mais par contre, il y avait une homologation qui était très très bien, c'était simplement un harnais. Alors vous preniez votre petite clé de 17, vous démontiez sur le véhicule de location, vous montiez votre harnais. Le harnais, il était fixé, il était central au niveau du dos de l'enfant. Et après, l'enfant, alors en plus, par rapport aux autres dispositifs qui sont idiots, parce que l'enfant, dès qu'il s'endort sur un réhausseur, de toute façon, il bascule, il est plus protégé par la ceinture de sécurité du véhicule. Là, l'enfant était toujours protégé. C'est-à-dire que même allongé, il était protégé. On ne sait pas pourquoi. Moi, après, il a grandi, mais on ne sait pas pourquoi après. C'est un dispositif qui n'a plus été homologué. Alors je pense savoir pourquoi moi, parce que c'est vrai que ça ne coûtait pas très très cher. C'était très très pratique et je vous assure que moi j'ai jamais compris parce que je pense que ça prenait on le mettait dans un petit pochon, on l'avait, on le montait. On avait la clé de 17 ou 13, je m'en rappelle plus. C'était un tout petit peu une clé à pipe. Okay. Mais je dis, ça fait partie aussi des choses qui rendent très difficile en effet, parce que comme vous le dites, un rehausseur c'est lourd. En plus, je pense pas que ça soit nécessairement si adapté à tous les véhicules. Ça marche? Non, ça marche pas. Ça marche. Voilà. Donc en fait, moi je suis rentré dans le métier il y a 10 ans, donc j'ai pas connu cette période. Je sais que c'est interdit en Europe, aux États-Unis, les harnais. On en trouve en Australie, clairement. Alors, dans l'histoire de la sécurité enfant, il y a eu, même de ce que je connais, j'étais né, mais j'étais pas dedans. C'est assez récent. C'est-à-dire que les réglementations pour les enfants, pour définir les dispositifs de l'enfant, étaient définies dans les années 80, 81, dans tous les pays européens. La France l'a mis en place obligatoirement en 92. Donc ça explique aussi un petit peu notre retard culturel par rapport à la sécurité des enfants. Ces dispositifs-là ne sont pas dans la réglementation européenne. Et la réglementation européenne, c'est les administrations qui la décident, les gouvernements. Et maintenant, il y avait au tout début, parce que dans la société où j'ai vu des anciens ingénieurs qui montraient des solutions, en effet, on prenait une clé à pipe, on démontait les fixations de la ceinture et hop, on remettait un truc. En termes de responsabilité, c'est un petit peu léger, parce que si vous ne remettez pas bien, si vous changez, à l'époque, on pouvait changer le boulon en termes de responsabilité, le boulon qui vient de la voiture, vous voyez, il y a un accident, c'est compliqué. Donc maintenant, il y a des dispositifs un petit peu mieux qui existent, à mon avis, en particulier l'Isofix, qui est un système dédié. Et donc on voit que dans la voiture, le législateur, les administrations ont fait du travail. C'est-à-dire qu'ils ont obligé les constructeurs à mettre en place un système de fixation dédié pour les enfants. Ce qui est quand même pas mal. Donc ça, c'est nouveau. Le harnais, donc, le harnais tout seul retenu sur des boulons, c'est à mon avis pas ce qu'il y a de plus sûr. Ah, voilà. Alors après, j'ai pas pu vous dévoiler ce qu'on est en train de faire, mais notre objectif, c'est de faire des solutions légères et faciles à utiliser. Voilà. En veillant à l'utilisateur pour que ce soit sûr et pas trop compliqué.
Oui, tout à fait, mais maintenant ça n'existe plus, ça. Maintenant, ça n'existe plus. Voilà. Maintenant, soit on fixe par une ceinture 3 points, puisqu'il y en a partout. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça existe. Et puis, le mieux, c'est l'isofix. Voilà. Merci. Donc, si je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose pour avancer, donc, c'est que je passe... Ah, pardon. Voilà. Le micro arrive. Oui, dans le même sens de ce qui vient d'être dit, moi je crois que ce qui pose souvent en question, j'ai encore eu le problème hier soir, moi avec une famille c'est quand on doit transporter des enfants dans des voitures qui sont pas les nôtres. Bon, c'est quand on a sa voiture et qu'on a des enfants, on les équipe, bon, ok. Mais quand on est transporté dans une voiture occasionnellement, tout à fait, et qu'on a un enfant, ouais. Ça c'est important. Ça c'est la première chose. Et donc ma question à ce niveau-là, c'est que faire quand on va dans une voiture avec un enfant, une voiture qui ne transporte pas habituellement d'enfants, et bon, mais qui peut être amenée à transporter occasionnellement l'enfant de quelqu'un d'autre. Oui. Ça, c'est une question. Deuxièmement, est-ce que dans vos dispositifs, vous cherchez aussi des équipements un peu adaptés pour des enfants par exemple, moi, j'ai une copine qui a un enfant IMC, petit, qui tient pas assis, mais qui a quand même grandi. Et qu'est-ce que vous cherchez aussi dans le sens de l'adaptation du matériel aux cas un peu particuliers liés au handicap moteur? Alors j'ai deux questions. Donc la première, c'est exactement ce qu'on cherche. Vous avez bien posé le problème, c'est exactement ce qu'on cherche. Notre analyse, c'est que quand on a un petit bébé avec une coque ou une nacelle, ça se transporte, on le pose, on l'attache, ça marche. Quand ils sont plus grands, au-dessus de 3-4 ans, on peut prendre juste un petit réhausseur qui est relativement léger. Bon, je veux pas faire... Il existe, on en a un dans notre gamme, il existe des réhausseurs sac à dos. Donc, qui sont hyper légers. Prenez, même l'enfant peut le transporter en sac à dos. Il arrive, pouf, il le pose et ils sont très sécuritaires. D'accord ? Donc, pour les plus grands, pour les plus petits, ça marche. Pour les intermédiaires, entre 6 mois, 1 an, on va dire, et 4 ans, là, actuellement, on a des dispositifs qui sont lourds, encombrants, et il n'y a pas de solution. Donc, c'est exactement ce qu'on recherche, à trouver une solution. Donc, donc on a une architecture qui est intéressante, mais je ne peux pas vous en parler maintenant. Pour dans 3-4 ans, j'espère avant. Mais donc ça, c'est exactement la réponse de notre projet. Vous avez bien mis le doigt dessus. Alors sur la deuxième, c'est un problème compliqué. Il existe, et je vais répondre en tant qu'industriel, ça me gêne un petit peu, mais c'est la réalité des choses. On est dans un monde... c'est une question de marché. Alors le marché de la puériculture est déjà un marché de niche. On n'est pas une grosse société, on n'est pas Renault, on n'est pas très gros, hein, et on répond à un besoin. Alors on a la chance, en particulier sur les voitures, les sièges auto, d'avoir les règles d'universalité qui font qu'on peut vendre des produits pour toutes les voitures. Alors excusez-moi pour mes... Universalité, ça veut dire que notre siège peut se mettre dans n'importe quelle marque de voiture. On n'est pas lié à une marque, vous voyez. Ça nous permet de faire des quantités. En faisant des quantités, on peut avoir des prix qui sont acceptables. Si on s'intéresse, et c'est dur ce que je suis en train de dire, hein, mais à l'enfant handicapé, on n'a pas la structure de société pour le faire. Même si on est une société moyenne, on a plein de gens chez Dorel qui font de la recherche, des essais, et ça coûte énormément. On peut pas, c'est une histoire d'argent, hein, on peut pas amortir sur des petites quantités, parce que c'est quelques centaines ou milliers de produits, et nous on en vend des centaines de milliers de produits pour pouvoir avoir un équilibre financier sur le système. Malgré tout, alors c'est limité, hein. On essaye de jouer sur l'opportunisme là-dessus. On a un siège, par exemple, il faut que je me dépêche. On a un siège qui existe et qui est fait pour les enfants qui n'ont pas de problème de handicap. C'est pas vraiment un handicap, mais il existe des enfants qui ont des dysplasies des hanches et qui ont, pendant des mois, les hanches écartées, ils ne peuvent pas rentrer dans les sièges. On a aménagé un siège et ça va nous coûter
on ne va pas gagner notre vie là-dedans. On a aménagé un siège, on a enlevé des parties, mais c'était facile à faire dans cette architecture de siège. On a enlevé les parties latérales et on peut mettre ses enfants. Avant, les parents étaient obligés de bricoler des boîtes à chaussures pour mettre les enfants dans les voitures quasiment. Là, on aura une solution sécuritaire et on va le mettre en service. C'est-à-dire qu'on va, avec les hôpitaux, on va le mettre en service et le récupérer, changer les confections régulièrement. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire, mais après, il y a des gens qui sont spécialisés dans le business du handicap, et c'est pas nous. Merci François. Merci François. Ce que je voulais ajouter juste, la démarche aujourd'hui, elle est plus aujourd'hui, et ça c'est le rôle du cluster, de rapprocher justement les industriels spécialistes dans un domaine, notamment la périculture, des secteurs de la santé, de manière à être au plus près des préoccupations des familles, de voir comment on peut développer un produit qui soit, on va dire, on l'a entendu hier, adapté à tous. Donc voilà, c'est ça la réponse. Ce que je vous propose, c'est que l'on poursuive et que après la conférence, on pourra recueillir également et échanger. Je vais inviter donc maintenant Fanny à intervenir sur la partie enfants et mobilité. Merci Véronique. Alors, moi je vais vous parler d'une étude prospective qu'on a menée jusqu'à la fin de 2013 et qui se poursuit dans ses applications concrètes avec Nova Child sur les problématiques d'autonomie et de sécurité de l'enfant dans ses déplacements. Donc pourquoi cette étude ? Alors, je vous passe rapidement le contexte et les enjeux, mais vous êtes bien au courant qu'effectivement, on est dans un contexte où les politiques d'aménagement urbain et périurbain sont en évolution forte. On a des préoccupations sociétales, environnementales qui modifient, comme le disait François, les usages en termes de mobilité de l'enfant. Et on a aussi, du point de vue marché industriel, des nouveaux entrants qui arrivent avec des nouveaux services autour de la mobilité de l'enfant. Et donc, on a voulu chercher à comprendre ce qui s'y passait et quelles seraient à l'avenir les opportunités, puisque notre objectif, c'est bien de détecter des besoins qui existent, qui sont satisfaits partiellement ou pas du tout, et d'en tirer des opportunités, des pistes d'innovation. Donc on sait de la même façon, autant Nomade se préoccupait des enfants de 6 mois à 4 ans, se préoccupe des enfants de 6 mois à 4 ans, nous sur cette étude on s'est intéressé aux enfants de 4 à 12 ans. Donc on est sur la tranche d'âge supérieure, mais on a un point commun fondamental qui est qu'on est très axé sur les usages, davantage que sur la technologie. La technologie étant une possibilité de réponse, mais on était beaucoup dans la compréhension, la détection, la formalisation des usages autour de la mobilité de l'enfant. Donc on avait 3 thématiques, on a eu 3 thématiques d'études. La première, comment innover, donc un peu large, pour répondre aux nouvelles mobilités de l'enfant. Donc vraiment être dans ces politiques globales de mobilité durable proposées par les villes, de développer des services de transport sur mesure pour les enfants, surtout sur son trajet domicile-école, qui est un des trajets les plus importants pour l'enfant de 4 à 12 ans qui nous concerne ici. Et donc traiter aussi de la réflexion du bien-être de l'enfant dans la ville, puisque notre cible, je ne l'ai pas encore précisé, donc c'est 4-12 ans et c'est milieu urbain et périurbain, donc la première périphérie des grandes métropoles, puisque les problématiques en milieu moins dense sont très différentes. Deuxième thématique, sécurité. Comment on assure la sécurité de l'enfant à bord du véhicule et aux abords du véhicule, à l'extérieur immédiat du véhicule. Donc là, avec vraiment des problématiques qui ont été inspirées aussi des sujets d'actualité, les oublis volontaires ou involontaires, on va parler des oublis involontaires, de l'enfant dans la voiture, la visibilité de l'enfant aux abords du véhicule. Les enfants sont petits, donc comment on arrive à les voir et à les protéger, les angles morts, etc. Troisième thématique, l'autonomisation. On est vraiment dans ce sujet-là. Comment on utilise la technologie, c'est ce que je vous disais en introduction, afin de développer une autonomisation, une autonomie de l'enfant dans une contrainte de sécurité, avec des moyens nouveaux qui lui permettent d'être plus autonome tout en gardant cette sécurité. Alors, on a fait comment ? On a mené cette étude d'avril à novembre 2013 avec 6 briques de contribution aux conclusions. Une première étude documentaire, une veille internationale, on a beaucoup à apprendre de l'étranger sur certains sujets clés de cette étude. Une étude qualitative sur le terrain, donc on a rencontré des collectivités, des industriels,
Une écoute web, dont Grégory vous parlera juste après, qui a permis de recueillir les avis des parents, qui sont évidemment des acteurs essentiels dans ce sujet-là. Une mini-enquête sur les enfants, c'est-à-dire on a voulu comprendre aussi de leur point de vue ce qui pouvait freiner leur mobilité, leur autonomie. Et un séminaire de créativité. Donc, si je prends l'image de l'entonnoir, tous les premiers éléments, les 5 premières briques, on était vraiment tout en haut de l'entonnoir. Le séminaire de créativité qui a réuni 70 étudiants de l'IAE de Nantes a permis de descendre un peu d'un cran dans l'entonnoir pour imaginer des pistes d'innovation plus concrètes. On en est là aujourd'hui. Alors, on a appris quoi dans l'étude documentaire ? Eh ben, on l'a vu avec la présentation de François sur le projet Nomade, la voiture, c'est le mode de transport privilégié sur le trajet domicile-école. Par rapport à des comparaisons internationales, on est encore très de gros utilisateurs de la voiture pour aller à l'école, alors que, par exemple, en Norvège, les 10-12 ans, à 75% se déplacent en vélo ou à pied. En Suède, c'est 63% des 11-15 ans, etc. Donc nous, on est à plus de 3/4 sur l'utilisation de la voiture, parce que c'est pratique, c'est ce qu'on nous dit. On a aussi appris à comprendre les particularités de l'enfant dans la ville, physiologiques, physiques, et qui sont essentielles pour comprendre comment on peut l'aider à être plus autonome, tout en étant toujours protégé. Donc on sait que, par exemple, il faut 4 secondes à un enfant de 6 ans pour détecter si une voiture roule ou est à l'arrêt. C'est beaucoup. Hein. On a des notions très importantes de vue les enfants voient des choses, ils entendent des choses, mais pas de la même façon qu'un adulte. Et c'est très compliqué de se mettre à sa place pour être capable de mesurer le risque que lui peut percevoir et qui est très loin du risque réel. On sait que les enfants de 6 ans comprennent 3 panneaux sur 10 ou 11 dans la ville. Donc on est dans un milieu qui est presque, j'ai envie de dire, hostile pour un enfant de cet âge-là. Donc on a appris ça. On a appris aussi qu'il y avait des attitudes très paradoxales de la part des parents. Des parents qui... alors, Dorel avait mené une étude, c'est Bébé Confort qui avait mené une étude avec la sécurité routière sur le port de la ceinture. C'est un peu effrayant quand même, les résultats. Le téléphone portable aussi, je pense que chacun d'entre nous a déjà conduit au moins une fois avec un téléphone portable à l'oreille. Donc on a vraiment des statistiques qui font peur. On transporte ses enfants avec le téléphone portable d'une main et le volant de l'autre. Pareil, la fatigue, l'alcool au volant, traverser hors des passages piétons. Tout ça, on a beaucoup de comportements paradoxaux qui vont être un frein au niveau pédagogique pour faire comprendre à l'enfant le cadre essentiel de sa mobilité sécurisée dans la ville. On a fait un ensemble aussi d'analyses autour des initiatives internationales qui seront reprises dans l'étude. Je ne m'attarde pas dessus. Là où je m'attarderai un petit peu plus, c'est sur l'étude terrain. Donc on a interviewé 24 acteurs de plusieurs secteurs et métiers qui vous sont décrits sur ce diapo, avec des entretiens semi-directifs, donc assez longs, assez poussés, qui nous ont permis de comprendre où en était la perception de ces enjeux-là, où en étaient les besoins, et quelles étaient les opportunités et les freins à une meilleure autonomie et une meilleure sécurité des enfants dans la ville. Donc on a une notion centrale dans la mobilité de l'enfant, ça rejoint le projet Nomade qu'évoquait François, c'est la notion de rupture. La rupture entre les différents modes de transport. Certains enfants utilisent la voiture et la marche pour aller à l'école, avec des problématiques à la jonction, c'est-à-dire qu'un parent, on a tous nos limites, on est tous humains, on peut tous déposer un enfant aux abords de l'école d'une manière un peu sauvage, le faire traverser devant la voiture même s'il n'y a pas de passage piéton, et c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment des dangers. Donc on a un ensemble d'opportunités, le recul du règne de l'automobile dans la ville. On a les réformes des rythmes scolaires aussi, qui sont des opportunités pour utiliser ce temps-là pour faire apprendre aux enfants à se déplacer de manière plus sécurisée. On
on a la prise de conscience des bienfaits de la marche. Donc, il y a un certain nombre de tendances de fond qui vont dans le sens d'une meilleure autonomie, d'une meilleure sécurité, mais il y a aussi des freins. Il y a encore beaucoup de freins, l'individualisation des gens qui font qu'il y a un moment où, si c'est plus pratique, on fait comme ça. Peu importe de savoir si c'est bien ou pas. Et si ça va aider l'enfant à mieux comprendre ses déplacements, la spatialisation, etc. Donc, on a beaucoup de choses à utiliser, à exploiter, beaucoup de leviers qui s'offrent à nous. Et on a des menaces à contrer, notamment dans la ville, la saturation des messages. Quand je vous disais que les enfants de 6 ans, ils comprennent 3 panneaux sur 11, c'est un, que les panneaux ne sont pas adaptés, et que 2, on sait qu'il y a une saturation des messages, qu'ils ne peuvent pas faire attention à tout, ils ne peuvent pas les décoder. Donc on a un souci. Il y a des inquiétudes de plus en plus fortes dans les milieux urbains par rapport à la cohabitation des différents modes de transport. Alors oui, il y a des pistes cyclables, oui, il y a plus de vélos, mais avec d'autres questions qui surgissent. C'est la cohabitation entre le véhicule motorisé, le vélo, l'enfant qui va traverser. Et puis, on a beaucoup de freins éthiques liés. Je vous disais que notre 3e thématique, c'était l'autonomisation par les technologies de l'information et de la communication. Et là, on a des freins éthiques. On a beaucoup de gens qui nous ont dit c'est le progrès dans son meilleur comme dans son pire côté. Parce qu'on va vite arriver à des comportements extrêmes de parents qui deviennent un peu paranoïaques. Et parce qu'ils ont les moyens d'assouvir leur paranoïa, vont aller dans la surveillance extrême. Premier travers. 2e travers, c'est le fait que, bien sûr, quand vous avez un téléphone portable, vous avez 12 ans, vous traversez la rue avec un téléphone portable, vous savez bien qu'il y a des problèmes d'inattention qui sont extrêmement augmentés. Donc vraiment des vrais soucis sur ce sujet-là. On a, à ce stade, déjà collecté un certain nombre de pistes d'innovation au fil des interviews. Je reviendrai dessus. Je vais passer la parole à Grégory qui a dirigé l'écoute web, qui nous a permis d'apprendre un certain nombre de choses du point de vue des parents. Alors, qu'ont dit les parents, Grégory ? Alors, il nous paraissait important d'associer les parents à cette réflexion. C'est vrai que ce sont eux qui sont au cœur quand même de ces trajets et de la mobilité de leur enfant. C'est eux qui peuvent en décider et dire l'enfant peut se déplacer seul ou ne peut pas se déplacer seul. Et on a essayé de comprendre si leur regard permettait de confirmer des premières pistes de l'étude, la veille documentaire ou l'étude terrain. Et puis, quelle était eux-mêmes leur perception et leur schéma de référence. Qu'est-ce qui faisait qui pouvait favoriser le déplacement de leur enfant ou au contraire essayer de le limiter. Donc pour faire ça, on a fait une écoute web, c'est-à-dire qu'on a regardé sur tous les espaces où un internaute peut laisser un commentaire. Donc ça peut être sur un article de presse, le journal Le Monde qui parle de mobilité, vous avez des commentaires de personnes qui vont partager leur expérience. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les forums, ça peut être les blogs. On a collecté plus d'1 millier de verbatim, donc de commentaires pertinents pour cette analyse et qu'on a analysé. On a analysé à la fois le volume des thèmes qui étaient évoqués. Donc plus un thème est récurrent et plus il nous paraissait important. On a structuré ces commentaires en thématiques pour identifier les grands axes de ces facteurs d'influence. On a mesuré l'implication et l'engagement des personnes dans leurs commentaires, en regardant par exemple si elles parlent à la première personne ou à la 3e personne. C'est pas pareil de dire je que on. Il y a plus d'implication dans le jeu. La ponctuation, notamment sur Internet, si vous mettez 3 points d'exclamation, apparemment c'est quelque chose de très important pour vous. Et puis tout ce qui peut être émoticône, donc tous les petits smileys qui font la tête, qui font des clins d'œil, qui sourient ou qui sont pas contents. Tout ça, ça nous permet d'identifier 4 facteurs d'influence, 4 axes qui vont favoriser ou limiter la mobilité de l'enfant. Donc là, c'est bien le Living Lab. Voilà, c'est bien avec le Living Lab qu'on a fait ce travail. Premier axe, c'est l'insécurité. Les parents estiment que l'environnement dans lequel évolue leur enfant est très insécuritaire. Beaucoup de dangers, avec des aménagements qui ne sont pas adaptés. Il y a des pistes cyclables. Quand elles n'existent pas toujours. Elles ne sont pas toujours sécurisées. Il n'y a pas forcément un espace encadré avec des poteaux ou avec des trottoirs qui permettent de protéger ces pistes cyclables. Il y a des carrefours et des passages piétons dangereux, où il y a même des équipements essentiels qui sont absents dans les transports en commun. Combien d'enfants prennent le bus sans attacher leur ceinture lorsqu'elles sont présentes ou lorsque leur maîtresse d'école leur demande de le faire. Il y a aussi des usagers de la route qui sont imprudents, ça on en est tous conscients. Et puis il y a les mauvaises rencontres, même si là on commence à toucher un petit peu la paranoïa des parents. Un phénomène qui est amplifié par les médias, mais on a tous peur que notre enfant soit enlevé, et donc on n'a pas envie qu'il circule seul.
Premier axe, le sentiment d'insécurité. Deuxième axe, les déplacements complexes. Un enfant, il peut se déplacer plus facilement quand il a pas de rue à traverser, l'école est juste à côté, et puis ça prend très peu de temps, il y a 100 mètres, 2 minutes à pied, c'est pas très compliqué. C'est bien entendu beaucoup plus complexe quand il faut traverser des rues, et encore plus quand il faut traverser des ronds-points. Ça, on en est tous conscients. Troisième point, des enfants qui ne sont pas matures ni prudents. Ça rejoint ce que disait Fanny sur les capacités cognitives de l'enfant, l'évaluation des distances, de la vitesse, de sa capacité à traverser dans les temps. Les parents en sont complètement conscients. Seulement, les enfants, eux, ils ont, au fur et à mesure où ils grandissent, cette envie d'être autonomes et de se déplacer tout seuls. Donc ils vont même demander à leurs parents, papa, maman, est-ce que je peux aller tout seul au collège? Et puis avec leurs petits copains qui font la même chose, ça les incite davantage à le faire. À ce stade, on se rend compte que l'entrée au collège, donc autour de 10 ans, c'est à peu près l'âge qui semble propice à l'autonomie. Avant, l'enfant, c'est principalement avec ses parents. Dans quelques cas, voire dans quelques cas extrêmes, ça peut être très tôt. Et on a des cas de faits divers qui montrent des enfants qui se déplaçaient seuls à 4 ans, en prenant le tramway, etc. Donc 10 ans et entrée au collège pour favoriser cette autonomie. Condition préalable, la maturité de l'enfant. Maturité qu'on évalue sur le plan physique et sur le plan mental. Une question de confiance, la confiance en la capacité de l'enfant à écouter les conseils des parents, à respecter leurs interdictions. Surtout que les enfants sont peu conscients des dangers. On sent bien qu'il y a une perception qui est moins développée que les adultes. Et puis dernier point, là ça rejoint un petit peu l'aspect nouvelle technologie dont parlait Fanny. Les parents ont besoin de surveiller leur enfant, besoin de les accompagner pour se rassurer. Où est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il y va, est-ce qu'il est en sécurité quand il se déplace. J'ai besoin de me rassurer. Donc on revient encore sur cette notion de paranoïa. Accompagner l'enfant pour le responsabiliser. Quand j'accompagne l'enfant, je lui montre le chemin, je lui explique les dangers qu'il a sur la route, à quoi il doit faire attention. Je vais donc le guider vers l'autonomie. Et puis, malgré tout, je vais avoir besoin de le surveiller. Et là, on touche aussi à des parents qui s'intéressent à tous ces dispositifs de surveillance de l'enfant. Alors, ça va du très classique téléphone mobile qu'on met à disposition et un petit SMS pour savoir où on est, jusqu'à la balise GPS qui permet très précisément de localiser l'enfant, voire d'être alerté quand il dévie de son itinéraire. Et là, avec deux oppositions dans les parents, ceux qui adhèrent parce que ils sont très inquiets, et ceux qui estiment que c'est complètement superflu et qu'il ne faut pas tomber non plus dans la paranoïa. Dernier commentaire, et je laisse la parole à Fanny. On est quand même dans tous ces verbatims, donc 1 millier de commentaires, sur une extériorisation du problème par les parents et finalement beaucoup moins une prise en compte de leur propre comportement problématique. On sait qu'ils existent, mais vous voyez là dans cette analyse qu'ils brillent aussi par leur absence. Je laisse la parole à Fanny. Merci. Merci Grégory. Merci. Alors, autre brique, la mini-enquête enfant. Alors, on dit mini parce que ça reste une étude modeste. On n'a pas interviewé beaucoup d'enfants. On en a interviewé 12. Donc, ça reste modeste. C'est une photographie partielle. On voulait prendre la température de manière complémentaire aux autres éléments de l'étude, aux autres constituants de l'étude. On leur a posé une question, une seule, avec des éléments pour rebondir évidemment, mais à quoi devez-vous faire attention dans la ville ? Donc des enfants de 5 à 12 ans. Donc, sans surprise, c'est les véhicules en premier, les véhicules et plus particulièrement la voiture, mais aussi les bus et globalement les routes. Alors les bus, un petit verbatim qui fait sourire, mais on se rend compte de ce que ça représente un bus pour un enfant. C'est un enfant de 6 ans qui disait « Les bus, ils sont gros et j'ai un peu peur qu'ils m'écrasent en roulant sur le trottoir. Ils sont tellement gros qu'ils doivent être difficiles à conduire. » Vous voyez, on a l'impression qu'ils vont déborder de la route. Donc il y a vraiment c'est anxiogène, ces gros machins là qui roulent sur nos routes, enfin nos rues dans la ville. Donc évidemment la voiture. Mais ça a été plutôt vite évacué et ils ont passé plus de temps sur les risques sociétaux, tous les risques liés à l'autre. Donc on a vraiment eu beaucoup de réactions liées à l'autre. Les gens saouls, les gens qui boivent trop de bière, c'est des verbatims, les gens fous. Alors les gens fous, comprenez, les gens qui ont un peu bu, qui divaguent sur la voie publique, qui ont des comportements qui sont jugés comme déviants pour un enfant de cette tranche d'âge-là. Donc il y a des risques liés à ces gens dont on ne peut pas complètement prédire les comportements. Et il y a les grands, les groupes, la foule, les groupes de jeunes, les grands. Alors les grands, c'est pour un enfant de 6 ans, c'est quelqu'un qui a 10 ans, ou c'est quelqu'un qui est juste au collège. Donc ces grands et ces groupes, ça fait peur à l'enfant.
Et puis il y a les animaux, beaucoup. Et là, on a convergé avec une autre étude, on ne parlera pas à ce moment-là, mais on sait que les chiens font peur aux enfants dans la ville, les gros chiens. On a peur des crottes de chiens, et sont cités par plus de la moitié des enfants. Ils ont peur des crottes de chiens et des morsures, évidemment. Donc voilà, on n'est pas du tout avec la même perception des parents d'un côté et des enfants de l'autre. Et c'est ça, c'est entre les deux que se trouve la bonne solution. Donc on leur a demandé aussi ce qu'ils aimeraient, leur souhait pour une mobilité facilitée. Alors, avoir une voiture, vous voyez, l'automobile a encore de beaux jours devant elle. Avoir une voiture, avoir une trottinette électrique. Et puis, on a des choses qui nous ont beaucoup interpellés. Savoir qu'on me dise quel est le chemin le plus court. Avoir un grand frère, pas mon père, pas ma mère, un grand, mais qui n'est pas un adulte. Et puis des flèches. Alors ça, on a eu pas mal de ça. Des flèches comme celles pour la circulation des voitures, mais adaptées à l'enfant. Et donc tout ça, on l'a mis dans la marmite et pour travailler sur des pistes d'innovation. Et on a conduit ce séminaire de créativité, donc qui nous a permis d'aboutir à 95 idées et pistes d'innovation qu'on a classées en 6 thématiques. Une première thématique sur la formation à la mobilité avec 2 cibles, puisqu'on a bien vu qu'on ne parle pas de la même façon aux 2 cibles, adultes et enfants. Une thématique qui permet de construire une mobilité autonome, soit par un support fourni à l'enfant, soit par l'intervention à un moment dans la mobilité d'un adulte, que ce soit un proche ou un adulte extérieur. Et dernier thème, construire une mobilité sécurisée, soit dans le cas où l'enfant est seul, soit dans le cas où il est seul, mais c'est-à-dire pas avec ses parents, mais dans un moyen de transport, donc avec d'autres adultes. Et puis finalement, en fait, toutes ces pistes-là, on les a retravaillées. On a 2 grands axes d'émergence de projets d'innovation. C'est ce que je vous ai dit en introduction. L'objectif, c'est bien de trouver des pistes concrètes pour développer des solutions nouvelles pour favoriser l'autonomie et la sécurité de l'enfant. Donc on a eu des choses totalement farfelues. Le robot chien. C'est un robot qu'on peut plier dans le sac à dos de l'enfant, qui peut prendre la forme d'un petit chien et qui guide, comme un guide pour les personnes malvoyantes, et qui guide l'enfant, qui est équipé d'une technologie embarquée tout à fait pointue. On a ça, on a le tube à enfant aussi, donc une catapulte à enfant. Voilà, on a eu des choses très farfelues, on va passer très vite là-dessus. Et on a eu des choses beaucoup plus intéressantes dans la catégorie formée à la mobilité. On a eu une grande idée, il y a eu une idée qui est au final le résultat d'un agrégat de plusieurs idées. C'est un jeu virtuel avec des données géographiques réelles qui pourrait prendre la forme d'une formation 3D dans un cube 3D immersif. On développe, en tout cas en région ouest, on a pas mal de projets et de solutions existantes autour de ces éléments-là. Donc de la 3D immersive. On immerge l'enfant dans un cube où il vit en 3D sa ville, donc avec vraiment des données réelles. On se met à la hauteur d'un enfant quand on est un adulte, pour former l'adulte, et on se met, quand c'est un enfant qu'on forme, on lui met face à la taille des choses, ramenées à la réalité, si vous voulez, pour vraiment qu'on ait le point de vue de l'autre. Donc, cette formation pourrait être pilotée, par exemple, par les collectivités, qui pourrait donner lieu à un permis valable 1 an, par exemple, permis voyageur pour un enfant, ou permis superviseur pour un adulte, ou tout ce qu'on peut imaginer. On en est vraiment au début. Et pourrait être relayé par un serious game privé, donc un petit jeu sur des consoles, sur des tablettes, mis à disposition des familles avec vraiment un serious game, donc vraiment un objectif, une visée pédagogique, mais toujours avec des données réelles, pour être vraiment dans la mise en situation et l'apprentissage. Donc on est vraiment dans cette thématique formation. Il y avait d'autres idées, comme le livre trajet, qui permettait pour les plus petits, donc les enfants qui ne savent pas encore lire, donc sur la tranche 4, 6, 7 ans, des livres d'images qui reproduisaient l'environnement de l'enfant et qui pouvaient permettre de lui faire découvrir son environnement et avec une mascotte, de découvrir comment se déplacer dans sa ville, les enjeux, les points un peu risqués, les chemins les plus intéressants à emprunter, etc. Voilà pour le premier thème. Le deuxième, localisé et guidé, là on a un vaste sujet autour des étiquettes enfants qui émettraient un signal, donc quelque chose qui est
dans le vêtement, dans la lunette, dans le badge de cantine par exemple, qui pourrait émettre un signal et être détecté dans un rayon large de plusieurs dizaines de mètres, à l'intérieur, à l'extérieur, pour tracer l'enfant. On ne met pas de jugement sur la valeur éthique et l'intérêt éthique de ce projet-là, mais d'autres pistes, la cartographie adaptée aux enfants dans un milieu urbain avec du sonore, du visuel, de la projection depuis un smartphone, de la projection comme un petit vidéoprojecteur sur le trottoir ou sur le passage piéton pour lui dire de faire attention à certains points, pour lui donner le chemin emprunté pour les piétons et les cyclistes, etc. On a les points relais enfants mobiles, la dernière, après je m'arrête. Point relais enfants mobiles, de la même façon que vous allez chercher vos colis dans des points relais, et ben un point relais de commerçants dûment habilités à guider un enfant perdu, qui permettrait d'assurer un petit peu, sans trop tracer, d'assurer aux parents que leur enfant, s'il est un peu perdu sur le trajet pour rentrer chez lui ou pour aller à son club de sport, il peut demander son chemin à un adulte qui est agréé, on va dire, dans un réseau de commerçants relais, ou des bornes interactives mises sur la chaussée, enfin sur les trottoirs, dans la ville, à certains endroits stratégiques de la ville, et qui permettraient à l'enfant, avec des technologies tactiles très simples, très faciles d'accès, de lui dire... en plus, s'il communique avec son étiquette, de lui dire chez toi c'est par là, deuxième à gauche, ou le prochain bus pour aller chez toi c'est par là, etc., etc. Donc, on est dans l'utilisation de la technologie pour former et pour localiser et guider, avec des choses qui peuvent aller plus ou moins loin sur la surveillance, mais qui sont des vraies pistes intéressantes. Alors, quelle suite pour cette étude ? Un atelier le 27 février à Nantes qui va nous permettre de faire avancer encore cette réflexion et ces pistes d'innovation. Un livre vert que nous allons publié sur un certain nombre de recommandations autour de cette étude-là, issues de cette étude-là, et un appel à projet collaboratif courant avril entre NovaChild et ID4Car pour faire émerger des solutions concrètes. Là, on est vraiment dans le concret, on est dans le bas de l'entonnoir, des solutions, des développements technologiques qui vont permettre de répondre à ces problématiques-là. Et ce qu'on voulait aussi à cette occasion, c'est vous laisser la parole pour savoir, voilà, aujourd'hui, nous, on en est à ce stade-là. Est-ce que vous avez des attentes, des besoins, vous, représentants des collectivités, ou vous, usagers, ou vous, parents, voilà, est-ce qu'il y a des choses, des besoins, des priorités, des choses qui vous semblent fondamentales ? Alors, soit vous pouvez prendre la parole maintenant, ou vous pouvez, comme disait Véronique, laisser vos coordonnées à l'entrée, et puis pour que cette étude puisse continuer à vivre, à être enrichie, et aboutir vraiment à quelque chose de concret à la fin. Merci. Merci Fanny. Merci Fanny. Je vais prendre juste peut-être une question le temps que l'on fasse une petite... D'accord, allez-y madame. Oui, bonjour. Simplement, par rapport à la 3D, je travaille dans la 3D. Mais donc, on sait bien que la 3D, c'est une image virtuelle. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne va pas former du tout l'enfant au monde réel. En fait, c'est une image rêvée un peu de l'environnement dans lequel il va se déplacer. Donc il y a cette première chose, je trouve ça un peu étonnant de passer par là. Enfin, moi ça m'intéresse beaucoup si vous voulez, mais je pense pas que ce soit vraiment spécialement concrètement adapté. Il y a l'autre chose, c'est qu'il n'est pas formé du tout à l'imprévu. Et je pense aussi que ça coupe le lien d'apprentissage entre le parent et l'enfant. Et il y a encore la question de coût. Et la dernière question, c'est est-ce que ça peut être personnalisable ? Se dire, est-ce que chaque enfant, depuis son domicile, peut se projeter dans ce cheminement ? Et je me dis, il y a beaucoup de boulot derrière, mais est-ce que concrètement, c'est vraiment une bonne solution ? Alors, c'est une solution à ce stade. Je vous disais, vraiment, c'est une solution qui est envisagée. Pourquoi ? Parce que la 3D, on peut quand même en faire quelque chose on peut quand même se projeter dans un milieu réel. On peut quand même... c'est pas que du jeu, la 3D. On peut se projeter dans la rue, on peut être complètement immergé. Quand on est en 360, enfin vraiment en immersif, on est dans un environnement quasiment réel. Là où je vous rejoins, et l'intérêt, c'est que c'est personnalisable par rapport à l'environnement de l'enfant, immédiat, sa ville, son quartier, son trajet. Alors oui, le coût, évidemment, ça c'est un point non négligeable qui sera, qui n'est pas étudié à ce stade parce qu'on est en phase de créativité, mais tout à fait, il y aura cette question-là. Après, sur la question de l'imprévu, de toute façon, avec ces solutions-là, on n'enlèvera jamais la première source qui favorise l'autonomie sécurisée de l'enfant, c'est les parents. Et là, vous avez tout à fait raison. La première source, c'est les parents.
c'est par les parents, l'éducation, le rabâchage au quotidien, l'accompagnement dans les trajets, qu'on va apprendre à l'enfant à se déplacer en totale autonomie in fine et dans des conditions sécurisées. On ne remplacera jamais ça. Et l'imprévu, c'est un vrai point, justement, à prendre avec ses parents dans des situations réelles et pas de la 3D, pas de la reproduction virtuelle. Mais, et là, oui, il n'y a pas de meilleur moyen de lui apprendre ça, à savoir gérer ça, qu'avec ses parents ou ses grands-parents, parce que l'étude a montré aussi que le relais intergénérationnel était de plus en plus intéressant, que les grands-parents pouvaient avoir des actions très très concrètes et très intéressantes du point de vue des petits-enfants pour justement leur apprendre à se déplacer dans la ville. Et il y avait peut-être un troisième... non Comme le temps avance, je propose à Catherine de se présenter puis de proposer de nous parler des enfants côté jardin. Oui, bonjour. Je suis donc Catherine Selnay. Je représente en fait toute une équipe et aussi beaucoup de soutien que vous voyez s'afficher, dont Nova Child, qui me fait le plaisir de me donner la parole aujourd'hui. Alors, je vais, moi, donner la parole aux enfants davantage, puisque vous allez le voir, c'est une recherche qui est portée sur les enfants les 6-12 ans. Pourquoi les 6-12 ans? Tout simplement parce que ce sont peut-être ceux auxquels on pense le moins, qui ont à la fois besoin d'acquérir beaucoup de mobilité et d'autonomie, mais qui en même temps sont peut-être peu pensés dans la ville. Alors on va faire un bref retour en arrière pour faire une sorte de petit voyage historique et on va peut-être se demander, est-ce que ce sont les enfants qui ont tant changé ou est-ce que c'est la ville qui a tant changé? À l'époque de Doisneau, somme toute, les photos que vous voyez là représentent des enfants qui, somme toute, utilisent la ville et des équipements qui ne sont pas faits pour eux, mais qui transgressent les normes et qui grimpent, jouent, en tous les cas, sont à l'intérieur de la ville. Aujourd'hui, on peut se demander si ces photos-là, on pourrait encore les faire, peut-être dans certains quartiers, mais c'est pas certain. Et on assiste aujourd'hui peut-être plutôt, je dirais, à ce qu'on appelle une archipélisation des territoires. Par exemple, dans certains pays, pas le nôtre, certes, pas encore, mais par exemple en Amérique, vous avez un mouvement qui s'appelle No Kid et qui ne loue pas les logements, notamment aux gens avec enfants. À l'inverse, vous avez côté Copenhague, en 2014, l'ouverture prochaine d'un quartier qui est entièrement pensé pour les enfants. Alors, est-ce qu'en France, nous allons cohabiter ou est-ce que nous allons faire de la ségrégation par âge? C'est une vraie question puisque, en France, vous le savez, nous sommes à la fois un pays qui vieillit, mais en même temps, nous sommes, et c'est peut-être une de nos forces encore, le premier pays européen avec un taux de natalité qui se maintient fort bien. Donc la question, elle est de savoir quelle place pour les enfants dans cette ville, dans nos villes, et est-ce que nous pouvons penser cela aujourd'hui pour ceux d'aujourd'hui et pour ceux de demain. C'est pour un peu répondre à ces questions que nous avons essayé de remonter déjà dans les connaissances anciennes. Et comme vous le voyez, les travaux sur les enfants dans la ville, ils ont débuté dans les années 1950 avec Rosemarie de Casabianca qui déjà s'intéressait à la vie extrascolaire des petits Parisiens et qui montrait déjà que c'était pas simple. Et puis dans les années 1970, surtout Marie-Josée Chambard-Delove qui a souligné déjà avec un nom un peu barbare les mal-ajustements entre les enfants et l'espace construit. Et c'est surtout à partir de 1990 qu'on a eu cet intérêt massif qui est aujourd'hui patent, puisque vous êtes ici présents, cet intérêt pour les enfants dans la ville. Alors, il y a certainement des éléments de société qui expliquent cet intérêt pour l'enfant dans la ville. D'abord, la Convention européenne des droits de l'enfant, qui est venue rappeler que l'enfant avait des besoins et peut-être aussi des droits, mais en tous les cas des besoins différents des adultes. Et puis, les instances internationales qui sans cesse nous rappellent d'être attentifs, je dirais, aux besoins des enfants. Vous avez d'ailleurs, je y renvoie, une récente étude de l'UNICEF qui a été faite en 2013 sur la qualité de vie des enfants au sens large. Mais on s'est rendu compte, en menant cette recherche en Loire-Atlantique, qu'il y avait peu de travaux sur les 6-12 ans. Beaucoup de travaux sur les petits, beaucoup de travaux sur les ados qui inquiètent et qui, à la limite, sont toujours repérés du côté de la transgression, souvent, et du bruit et des incivilités. Mais les 6-12 ans, c'est comme si cette phase de latence était une phase peu connue, finalement.
Donc on a décidé de se centrer sur les 6-12 ans de façon un peu plus massive quand même, avec l'idée d'avoir une recherche un peu pluridisciplinaire, de ne pas cloisonner. Et donc, vous le voyez, l'équipe que j'ai pilotée avait des psychologues, des sociologues, des géographes, entre autres, deux laboratoires de recherche, le CNRS et puis le CREN de Nantes. Et notre démarche visait à être pluridimensionnelle aussi au niveau de l'approche, c'est-à-dire une approche politique. Nous sommes allés interroger les élus des villes concernées pour essayer de savoir comment, dans leur politique de la ville, ils pensaient la place de l'enfant. Des géographes aussi pour pouvoir recenser les équipements qui existent sur la ville. Est-ce que nos bases de données sont à jour? Est-ce que lorsqu'on dit qu'il y a un équipement pour les enfants à tel endroit, est-ce que cet équipement est réellement là ou est-ce qu'il est absent? Et puis notre visée était aussi psychopédagogique, c'est-à-dire, et je rejoins un peu les personnes qui ont parlé avant, c'est pas seulement de savoir s'il y a des équipements, mais aussi quels usages en font les enfants. Est-ce que vraiment ils les utilisent et à quelle fin? Et puis, nous avons ensuite descendu à un niveau plus fin, qui est le niveau des quartiers, pour essayer de faire une recherche un peu de type ethnographique en donnant la parole aux enfants. Et nous avons choisi à chaque fois d'avoir une approche un peu comparative, c'est-à-dire des quartiers sensibles et des quartiers pavillonnaires dans une même ville. Alors, comment faire une recherche avec des enfants? Ils ont que 6 à 12 ans. On n'a pas envie non plus qu'ils perçoivent une recherche comme quelque chose de scolaire auquel il faut répondre. Donc on a procédé par questionnaire, adapté à leur âge. On a procédé aussi par un film ethnographique, c'est-à-dire on les a suivis dans leur quartier en les filmant et leur demandant qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas. On a mis en place un atelier dessin dont vous voyez la couverture du livre, c'est-à-dire ils ont dessiné leur quartier, ils ont parlé sur leur quartier. Et puis, nous avons mis en place des outils d'évaluation de bien-être des enfants. Est-ce qu'ils étaient heureux ou pas heureux ou mal à l'aise dans leur quartier? Au total, un corpus important, puisque vous le voyez, pour la Loire-Atlantique, en fait, Loire-Atlantique-Vendée, 521 enfants enregistrés par le CNRS et 394 par le CREN. Pour la région Bretagne, Rennes, l'Eureux, etc., 429. Au total, nous avons entendu 1344 enfants. Je vais brièvement peut-être vous donner un peu les premiers résultats, peut-être pour vous amener à penser et à concevoir aussi des équipements pour ces enfants. Vous le voyez, nos objectifs étaient assez larges, connaître les modes de déplacement des enfants, et ça rejoint ce qui a été dit par les conférenciers précédents, évaluer leur autonomie sur le quartier, voir s'il y a une incidence d'âge et de sexe par rapport à l'autonomie des enfants sur les 6-12 ans, et puis faire le lien entre, en effet, l'éducation parentale ou les préoccupations parentales et l'autonomie, et apprécier un peu tout cela. Alors, quelques résultats qui vont dans le sens de ce qui a déjà été dit, c'est qu'en effet, aujourd'hui, plus de la moitié des enfants, tout du moins sur les quartiers que nous avons regardés de près, plus de la moitié des enfants vont à l'école en voiture. Ce qui veut dire par là même qu'ils ont une perception de leur ville qui est au travers des vitres. Ce n'est pas une perception qui est sensitive, qui est véritablement de l'ordre du corporel. L'autre moitié va à pied, et elle va à pied parce que les écoles sont situées dans les quartiers et à proximité. Et il est bien évident qu'il y a certainement des effets de seuil de tolérance, je vous les ai mis à droite, c'est-à-dire que beaucoup de parents considèrent qu'à partir de 600 mètres, c'est trop loin pour aller à l'école à pied, et que par là même, l'automobile va être le moyen de transport privilégié. Donc, transport en commun rare également, simplement 8,6, et le vélo encore moins. Or, 6-12 ans, c'est quand même le temps du vélo. Et c'est vrai qu'on peut du coup s'interroger sur pourquoi est-ce que des pistes cyclables ne sont pas prévues pour des enfants qui sont en âge d'être mobiles sur le plan corporel. Je vous signale d'ailleurs que d'un point de vue psychologique, des recherches ont été faites qui montrent que si les enfants vont à pied, leurs performances scolaires sont nettement meilleures au niveau des cours, leur attention est meilleure et que leur santé et le risque d'obésité sont également diminués. Donc des tas, je dirais, de facteurs positifs qui parient pour une mobilité accrue des enfants, et pourtant là, nous sommes dans une mobilité qui est quand même entravée. Donc des conséquences sur les enfants. Quelle perception ont-ils de leur ville par petits bouts de lunettes interposées, par vitres interposées, mais également quelles conséquences ça a sur leur jeu, sur leur socialisation,
parce qu'on sait bien que c'est sur le trajet de l'école que se racontent les histoires également, entre enfants, que se font aussi les farces, les transgressions, les expériences, et tout ça est peut-être quelque chose qui manque. Une mobilité donc qui est très contrôlée, des enfants très accompagnés en effet, même quand on va à pied avec un adulte, pour 70% d'entre eux, ou accompagnés d'un grand frère qui joue le rôle d'adulte. Très peu d'enfants autonomes, vous le voyez, 24% seulement, et 10% avec un petit copain. Et je dois signaler que de ce point de vue, il y a véritablement du côté parental des représentations très différentes en fonction des garçons et des filles. Les filles sont beaucoup plus contrôlées, de 5 à 7 points de plus d'écart, tout simplement parce que la question de la sécurité se pose pour les petites filles, dans les quartiers notamment, de façon plus aiguë, certainement, que pour les petits garçons. Et puis, il y a toutes les représentations du masculin et du féminin qui jouent là de façon très active. Alors, en effet, vous l'avez dit, c'est à partir du collège que la mobilité autonome est la plus grande, mais il y a des paliers. Et on peut dire que CE2 est quand même un palier. Quand on rentre en CE2, on est déjà un peu plus grand. Plus on grandit, plus on est, je dirais, autonome dans ces transports. Pourquoi cette difficulté à rendre les enfants mobiles ? Certainement aussi les logements qui sont de plus en plus excentrés, là où habitent les parents par rapport aux écoles, parce que aussi il y a le coût de l'habitat, hein, il ne faut pas le nier. Certainement aussi des pratiques de mobilité qui ont changé, hein, mais aussi beaucoup l'insécurité parentale, et vous l'avez évoqué, et j'y reviens. En effet, je crois qu'on a des parents qui sont insécures aujourd'hui par rapport à l'autonomie des enfants. Une insécurité qui a deux fondements, deux aspects. Une insécurité réelle, c'est-à-dire routière et environnementale, des rues qui ne sont pas adaptées, des accès qui ne sont pas adaptés. Et puis une insécurité perçue aussi. Alors faut-il l'appeler paranoïa, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est vrai que dans certains quartiers, la question du risque est posée. Donc du coup, beaucoup d'enfants, nous leur avons demandé s'il y avait des espaces interdits, et vous le voyez, 73% des enfants ont des lieux interdits. Mais est-ce que pour autant, ils respectent toujours l'interdit ? Eh bien, vous le voyez que non. Ça fait aussi peut-être partie de l'autonomisation, de transgresser parfois quelque peu. En tous les cas, il y a certains enfants qui ne transgressent jamais. 54,3% sont très sages. Alors, effet de miroir peut-être de la question de l'entretien, hein. Tous les enfants n'osent pas s'auto-dénoncer quand même, hein. 26% le font quelquefois, et puis vous en avez quand même un certain nombre qui transgressent toujours, par exemple, disent-ils, en tous les cas. Cette insécurité, elle vient d'où ? Elle est ressentie en tous les cas par les enfants. Et c'est là où peut-être on peut voir que ce n'est pas qu'une insécurité parentale. C'est en effet aussi une insécurité enfantine. Alors qu'il y a certainement des explications, hein, notamment en termes d'assimilation de l'insécurité parentale, c'est-à-dire il y a diffusion de l'anxiété des parents sur les enfants, mais il y a aussi pour certains enfants des expériences concrètes dont ils ont fait part et qui montrent que cette dangerosité, en tous les cas de leur point de vue, elle existe, hein. Donc vous avez, globalement, on va le dire, il n'y a pas de drame, puisqu'il y a 78% des enfants qui se sentent en sécurité dans leur ville, mais néanmoins, ça a une incidence sur le jeu après l'école. Et vous voyez que nous avons simplement que 16,5% des enfants qui jouent toujours. Donc Doineau, il aurait du mal à faire ses photos, hein, après l'école, ou alors il faudrait qu'il sélectionne les enfants qui jouent dehors. Mais on en a 54% qui jouent que quelques fois, et près de 25% jamais. Donc de l'école, c'est la maison. Pourquoi ? Eh bien souvent parce que les enfants pensent que le danger, en effet, n'est pas que sécuritaire au point de vue de la sécurité des lieux, mais il est surtout un danger relationnel. Et évidemment, nous avons trouvé un sentiment d'insécurité plus grand dans les quartiers que dans les lieux pavillonnaires. Et en effet, les enfants signalent les gens qui boivent, qui frappent, qui crient, qui volent, les voitures brûlées, etc. Et vous ne comprenez certainement rien à ce petit dessin, parce que la première fois que je l'ai vu, je me suis demandé ce qu'il voulait dire. Je pensais que c'était tout simplement un match de sport. Mais en fait, c'est pour exprimer le danger des bandes rivales dans les cités. Et vous avez la bande bleue contre la bande des Noirs.
Donc vous voyez que même les dessins enfantins peuvent retraduire ce sentiment d'insécurité. Certains enfants ne sortent jamais. Pourquoi ne sortent-ils jamais? Beaucoup parce qu'il y a un refus des parents, 15%, parmi ceux qui ne sortent jamais, hein, je dis bien, par absence d'envie et aussi parfois par absence de temps. Alors, souhaitons que peut-être les rythmes scolaires revisités permettent aux enfants de jouer un peu plus et de retrouver un peu le goût du jeu. En tous les cas, certains disent que c'est compliqué. C'est surtout sur les espaces qui leur étaient attribués que nous voulions avoir leur avis. Et vous voyez, les chiffres ne sont pas si extraordinaires que ça. Si j'arrondis, 57% des enfants, sur les 1100 et quelques, ont trouvé les espaces de jeu suffisants. Insuffisants pour 21,6. Il y a ceux qui ne savent pas, tout simplement parce qu'ils ne sortent pas. Mais surtout, c'est sur l'inadaptation de ces lieux que les enfants insistent. Si vous regardez mes petits visuels, qui ont été tous filmés dans les lieux de la recherche, vous voyez que ce sont des équipements qui servent à des enfants de petits, c'est-à-dire de maternelle. Et évidemment, quand on est 6-12 ans et qu'on se veut un grand, c'est quand même perdre la face que d'aller s'amuser sur un petit cheval de cet ordre-là. Donc, absence d'équipements pensés pour les 6-12 ans, ou alors, il y en a des équipements pensés, mais ceux-ci sont peu entretenus. Les enfants nous ont cité, par exemple, les filets qui manquent, les tourniquets qui ne tournent plus, par exemple, les espaliers pour grimper qui sont cassés. Tout dépend aussi, je dirais, du maintien et de la sensibilité que l'on a à rétablir, je dirais, ces équipements pour que les enfants puissent finalement les investir. Du coup, nous avons dans le mercredi des enfants qui ne sont pas toujours occupés à jouer, alors que le mercredi devrait être un jour de fête. Jamais plus d'un tiers qui sont occupés dans des structures d'accueil et beaucoup qui restent chez eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne jouent pas, mais ça veut dire qu'ils jouent à autre chose que des jeux dehors et des jeux de socialisation. Ça veut dire qu'ils vont jouer, par exemple, de façon plus privilégiée à des jeux de console ou des jeux électroniques, par exemple. Les enfants que nous avons interrogés, nous leur avons demandé leur avis sur la ville. Et ils ont été très sensibles à la fois aux couleurs et au bruit, nous disant que souvent la ville était grise. Et de fait, nous sommes allés avec eux faire des photos, et elle est grise. C'est indéniable. Beaucoup également de sensibilité par rapport au bruit, alors que même nous ne nous y étions pas sensibles, mais eux davantage. Donc des enfants qui réclament de la couleur, un peu de couleur, mais pas n'importe laquelle. Et là, dans la fresque que je vous ai montrée, c'est une fresque qui a été, semble-t-il, pensée pour les enfants. Elle se trouve dans une cour d'école, sauf que, vous le voyez, elle est un peu agressive. C'est du genre tag, mais du genre tag artistique, mais qui ne leur plaît pas forcément. Et les grandes dents leur font peur, ce qui fait que les enfants font un détour devant cette fresque qui pourtant a été faite en fonction de leurs besoins. Du coup, nous leur avons demandé, et alors, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous pourriez inventer? Et là aussi, je suis bien d'accord, nous avons parfois des réponses un peu farfelues. Mais parmi ces réponses farfelues, peut-être aurions-nous quelques pistes, en tous les cas, pour organiser un peu la réponse. Certains veulent, à la place des immeubles, des magasins de jeux vidéo avec des consoles sur le toit des piscines. À l'école, le tourniquet, un vrai terrain de foot avec un vrai entraîneur et pas un faux. Certains demandent une salle de musique, un parc d'attractions, un trampoline, des balançoires, bref, tout un équipement, je dirais, qui semble manquer. Donc je dirais qu'en conclusion, on peut dire ceci. Les enfants repèrent finalement, puisque nous avons interrogé les 6-12 ans, mais mon collègue Alain Legendre est descendu un peu plus bas, c'est-à-dire au niveau des 5 ans. Et il a repéré que les enfants repéraient très tôt, dès 5 ans, les lieux attractifs. C'est-à-dire si on présente aux enfants des planches visuelles avec des endroits attractifs, ils disent « Ah oui, ça je connais cet endroit-là ». Donc dès 5 ans, ils ont une perception cartographique, en tous les cas, de leur ville. Mais par contre, ces enfants disent que leurs besoins de 6-12 ans ne sont pas pris en compte dans la ville. En tous les cas, pas suffisamment encore. Ce qui peut vous donner des tas de pistes, je dirais, d'équipements à inventer pour eux.
en se rappelant toutefois que les besoins ne sont pas les mêmes selon les sexes. Et là encore, notre recherche montre que la structuration des espaces n'est pas pensée de la même façon pour les petites filles et pour les petits garçons. Ce qu'aiment les petits garçons, c'est des espaces avec des endroits cachés, un peu risqués, des grandes pentes dans lesquelles on peut se lancer et des endroits où on peut finalement échapper au regard. À l'inverse, les filles préfèrent visiblement des espaces ouverts, visibles, où elles restent sous le regard de l'adulte et où elles se sentent en sécurité. Est-ce que ça veut dire qu'il faut ségréguer les espaces ? J'espère bien que non. Mais ça veut dire en tous les cas que dans un grand espace enfant, il faut peut-être penser des espaces qui soient ouverts et d'autres un peu plus clos. On sait par exemple aussi que, somme toute ville devrait prévoir un espace de 1000 m² au moins tous les 200 mètres pour permettre un apprentissage de l'autonomie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et la cartographie faite par les géographes a montré que par exemple, là où il y avait un terrain de foot pour les enfants, si on faisait un vol d'oiseaux, oui, c'était bien tous les 200 mètres, mais sauf que les enfants ne sont pas encore des oiseaux. Ils n'ont pas d'ailes, et donc ils prennent leurs petits pieds. Et avec leurs petits pieds, c'était plus 200 mètres, mais ça peut être 600 mètres, par exemple. Donc il y a beaucoup, je crois, à penser sur cette accessibilité des espaces. Nous avons aussi remarqué que certains espaces étaient peut-être sous-utilisés. Par exemple, dans certains quartiers, les écoles laissent ouverts leurs cours de récréation, y compris pendant le week-end. Et du coup, comme c'est un espace connu des enfants, c'est aussi un espace sécure. Alors que dans d'autres endroits, c'est bouclé à clé et donc l'espace disparaît. Comment pouvons-nous mutualiser ces espaces ? Enfin, je rejoindrai pour finir tout ce qui a été dit par mes collègues précédents. C'est vrai que les modes de circulation ne sont pas très sécurisés pour des enfants et que sans doute on aurait à penser une mobilité, non pas d'adapter, je dirais, les enfants au monde adulte, mais aussi de penser le monde adulte en fonction des besoins d'enfants et par là même peut-être de repenser une présence de pistes cyclables un peu plus homogène et un peu plus dense. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Catherine, merci. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Je vois que le temps arrive un peu à sa fin. Je voudrais, en tout cas, comme j'ai le micro, je voudrais vraiment remercier très, très, très sincèrement de la part de Novachild tous les intervenants qui vous aujourd'hui présents, qui vous ont apporté beaucoup d'informations, qui vous ont lancé quelques messages, également qui ont pointé aussi des pistes et qui travaillent, comme vous le voyez, à des projets qui sont en cours et qui vont se développer et apporter effectivement des réponses. Je voudrais également souligner, en tant que Novachild, que aujourd'hui, on a donné l'occasion à Novachild de replacer l'enfant. Effectivement, dans le cadre de ce salon Urbaccess, une PMR, et que l'enfant, comme vous avez pu le voir à travers ces 3 exemples, est vraiment un usager à part entière qui a toute sa place dans la ville, mais avec toutes les précautions et avec tout ce qu'on a pointé aujourd'hui. En tout cas, merci à vous d'avoir pris ce temps pour écouter et penser enfants. Aujourd'hui, être des enfants aujourd'hui pendant cette heure et demie. Merci à vous.